matin de France Culture, Guillaume Erner. C'est un empire immobilier en Chine. Evergrande, un nom qui ne vous dit probablement rien et qui pourtant est dans la presse depuis quelques semaines, tout simplement parce que cet empire donne des signes d'effondrement. Pourquoi cet empire nous concerne-t-il ? Pourquoi ce qui est en cours en Chine, autrement dit une crise immobilière, mais pas uniquement une crise immobilière, et aujourd'hui la question que regardent toutes les chancelleries internationales. Bonjour Agatha Kratz. Bonjour. Vous êtes directrice au Rhodium Group. Qu'est-ce que le Rhodium Group ? Le Rhodium Group est une entreprise de recherche indépendante sur la Chine et sur le climat et l'énergie, mais je suis évidemment dans la partie Chine. Et vous êtes donc effectivement spécialiste de l'économie chinoise. Vous allez nous expliquer, Agatha Kratz, ce que sont ces entreprises immobilières chinoises de véritables empires et pourquoi le fait que ces entreprises aillent mal nous inquiète. Tout d'abord, une présentation d'Evergrande. Écoutez, Evergrande, c'est l'un des plus grands développeurs immobiliers chinois. Et on le connaît, nous, dans notre milieu, évidemment, depuis très longtemps, parce que c'est l'une des entreprises majeures dans le secteur. Ce sont des monstres, comme vous le dites, parce qu'en fait, le secteur de l'immobilier chinois, c'est à peu près 25% de l'économie chinoise. Et donc, en fait, si on est le leader sur ce marché, même avec 7-8% de part de marché, on peut avoir une dette de la taille de la Grèce, qui était le cas d'Evergrande quand ils ont commencé à avoir des problèmes il y a 2 ans. Donc on parle d'entreprises qui sont monumentales. Et alors, combien d'employés par exemple pour cette entreprise ? Écoutez, des millions. Qui plus est, ces entreprises sont les développeurs, mais en fait il y a en amont et en aval évidemment des centaines et des centaines d'entreprises et de travailleurs qui sont liés à leurs activités. Et donc du coup, les effets secondaires peuvent être aussi énormes. Alors lundi dernier, le géant immobilier chinois Evergrande a connu une chute de près de 87% pour son retour à la bourse de Hong Kong. Ouais. Là aussi, c'est un chiffre qui paraît très théorique, mais ça veut dire, Agatha Kratz, que d'après les bourses, eh bien, cette entreprise n'a presque plus de valeur. Pourquoi presque plus de valeur ? Eh ben, parce que le secteur de l'immobilier en Chine va très mal. Comme je vous le disais, avant la crise qui a commencé à se manifester il y a 2 ans, en fait, au 3e trimestre 2021. Comme je vous le disais, le secteur de l'immobilier représentait 25% de l'économie chinoise. Et donc, une entreprise de ce type-là avait une importance énorme. Depuis, on a un secteur qui a diminué de moitié. C'est-à-dire que les nouvelles constructions, les nouveaux projets de construction se sont complètement cassés la figure. On est à moins 30, moins 40, moins 50% par rapport à l'année dernière, qui était déjà une mauvaise année. Et donc, du coup, à des niveaux qui sont extrêmement, extrêmement bas. C'est fondé sur le fait qu'il y avait une bulle immobilière, tout le monde le savait. Alors une bulle immobilière, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, les Chinois, la population chinoise avait beaucoup spéculé sur les prix de l'immobilier, parce que ça on le comprend, c'est arrivé en France, c'est arrivé dans beaucoup de pays. En fait, il y avait 2 facteurs principaux. Le premier, c'est qu'il y avait beaucoup trop de crédits disponibles pour la construction immobilière, et qu'en fait, des entreprises comme Evergrande en ont pris avantage, et ont continué de construire alors que la demande n'était pas là. On estime qu'au début de la crise, il y a 2 ans, les niveaux des constructions annuelles étaient probablement 2 fois trop élevés par rapport à ce que représente la demande des ménages. Et on construisait trop. Donc on construisait une bulle et on le savait depuis très longtemps. Le problème, c'est qu'il y avait une fuite en avant avec beaucoup trop de crédits qui étaient accordés à ces entreprises-là et des ménages chinois qui détiennent à peu près 80% de leurs ressources et de leur épargne dans l'immobilier, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'autres choses qu'on peut faire avec son argent quand on est en Chine. Le marché financier, les marchés financiers ne sont pas développés et on ne peut pas investir à l'étranger, aux États-Unis et en Europe aussi facilement. Et donc, on met tout son argent dans l'immobilier. Donc, ces 2 facteurs ont vraiment alimenté la crise et la bulle. Et alors, il n'y a pas qu'Evergrande qui a des problèmes. Il y a aussi un autre promoteur. Alors, il a un nom qui peut sembler un peu romantique. Country Garden, oui. S'appelle-t-il. Alors, lui aussi, il a des problèmes et ça nous concerne, même si c'est très loin de nous, Agatha Kratz. Absolument. Tous les acteurs du secteur de l'immobilier aujourd'hui ont des soucis et des problèmes. On va le voir. On va voir probablement une restructuration extrêmement importante. On va voir des entreprises qui vont faire défaut. On va voir des entreprises qui vont sortir complètement du marché et qui vont partir en faillite. C'est
évident et c'est incontournable, c'est quelque chose auquel on s'attendait. Alors la bonne nouvelle, c'est que comme je vous le disais, on est déjà à peu près en termes de construction, de nouvelles constructions, à la moitié du niveau du début de la crise. Et donc en fait les choses vont commencer à se stabiliser probablement en début 2024, mais d'ici là on a une croissance chinoise qui est en berne, on a 3% de croissance l'année dernière que beaucoup de personnes ont pensé être liées à la crise du Covid, enfin les politiques chinoises de zéro Covid qui étaient extrêmement contraignantes pour la consommation, mais en fait les 3% de l'année dernière étaient très liés à l'immobilier aussi. En 2023 on aura une croissance qui sera très faible, 2024 ça pourrait se relancer un tout petit peu. On a l'impression, Agatha Kratz, que l'économie chinoise est une économie en grande partie planifiée. C'est le parti qui décide de la manière dont les choses vont se dérouler. Et alors, évidemment, le financement du secteur immobilier par le biais donc de la dette était une manière de soutenir les emplois, puisque vous l'avez dit, ce sont des millions d'emplois. Donc ça veut dire qu'on construisait des emplois pour occuper les gens ? Non, ça veut dire que on tolérait cette fuite en avant tant qu'elle n'était pas systémique. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui a causé la crise, c'est une réalisation et des actions prises par le gouvernement pour remettre un peu d'ordre dans le secteur de l'immobilier et justement éviter que que la bulle n'explose trop violemment. Et effectivement, la bulle n'est pas en train d'exploser violemment, elle est en train d'exploser doucement et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'une crise qui a commencé il y a 2 ans. Mais le gouvernement a dit à un moment, c'est plus possible d'avoir ce niveau de construction par rapport à la demande fondamentale. Et donc il y a 3 ans, on a resserré l'accès au crédit et c'est ça qui a causé le début de la crise. Mais avec cette idée de gérer une bulle qui diminue doucement plutôt que très violemment. Alors ça, c'est un problème financier, mais les problèmes financiers deviennent bien souvent des problèmes sociaux. C'est le cas, puisque alors ça veut dire concrètement qu'il y a des ménages chinois qui ont acheté des logements. Alors même si c'est en partie financé par crédit, il y a aussi un apport, il y a aussi des économies qui sont allées parfois dans les premiers remboursements. Et pour l'instant, ces ménages, ils n'ont rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été livrés. Leur appartement n'existe pas. Alors la politique actuelle du gouvernement chinois, elle est très consciente de ça évidemment et donc ce qu'on voit se dérouler de politiques publiques à l'heure actuelle, c'est des politiques qui vont vraiment se concentrer sur le fait de livrer ce qui a été commandé, mais d'empêcher ou de diminuer les nouvelles constructions. Et donc c'est ce que je disais sur cet effet couperet sur les nouvelles constructions qui ont diminué de moitié. Mais par contre les projets qui ont déjà été commencés, il y a eu énormément d'efforts faits par les leaders chinois à l'heure actuelle pour s'assurer qu'ils soient livrés parce qu'on sait très bien, ils savent très bien que ça peut créer une crise sociale. Et puis, ça veut dire aussi que l'économie chinoise est une économie qui finalement apparaît de plus en plus fondée sur de la dette, parce qu'il y a donc l'endettement de ces gigantesques entreprises immobilières, mais il y a aussi l'endettement des pouvoirs locaux. Agatha Kratz, expliquez-nous ce que ça veut dire. Alors, le secteur de l'immobilier représente à peu près un quart de l'économie chinoise. L'investissement des localités, des gouvernements locaux dans le rail, dans des infrastructures dont on parle énormément. Tout le monde parle du fait que le train à grande vitesse en Chine a explosé sur les dernières années, par exemple. Ça, c'est à peu près 15% de l'économie chinoise. Et en fait, ça a été le modèle de croissance, ce modèle basé sur l'investissement, le modèle de croissance depuis la crise financière de 2008, parce que la Chine, qui a eu un gros coup d'arrêt sur l'exportation à ce moment-là, a relancé la croissance avec de l'investissement. Et c'était de l'investissement immobilier, c'était aussi de l'investissement par les gouvernements locaux. Cet investissement a été financé énormément par la dette des gouvernements locaux. Et donc, on est aujourd'hui à une dette des gouvernements locaux et centraux, mais locaux à peu près de 100% 100% du PIB chinois. Donc, des niveaux extrêmement élevés. Qui plus est, dans un contexte où en fait les projets que cette dette finance ont presque pas de retour sur investissement. Donc on a des taux d'intérêt à 5%, un retour sur investissement à 1%, et donc des gouvernements locaux qui se retrouvent incapables de continuer cette pratique. Mais ça, est-ce que c'est complètement nouveau, Agatha Kratz? Parce qu'on a souvent l'impression qu'en Chine, il y a eu une politique de grands projets qui étaient donc des projets, alors vous dites fuite en avant pour permettre donc à l'économie de continuer à fonctionner ou pour éviter, par exemple, qu'il y ait du chômage. Ouais. Mais on a l'impression que désormais, eh bien, le roi est nu et qu'on s'en aperçoit que tous ces projets n'ont pas de rentabilité économique intrinsèque.
on s'en aperçoit, on le savait depuis longtemps et on savait que quelque chose devrait se passer. La vraie question était quand. Et quand est-ce que le coup d'arrêt serait sommé. Là, c'est vraiment la crise du Covid sur l'aspect gouvernements locaux, c'est la crise Pourquoi ? du Covid. Qu'est-ce qui s'est passé avec la crise du Covid ? Parce qu'en fait, avec la crise du Covid, les gouvernements locaux ont été mis à contribution, ont dû réduire les taxes sur les entreprises pour leur permettre de survivre la crise du Covid, ont dû augmenter les dépenses évidemment de santé et autres. Et donc du coup, cela a augmenté d'autant plus leurs difficultés budgétaires. Et donc dans ce contexte-là, elles se sont retrouvées face à des difficultés de paiement. On voit des défauts qui commencent à se concrétiser au niveau des gouvernements locaux. Et donc le Covid a un peu accéléré un destin qu'on savait scellé depuis longtemps. Et oui, parce que l'économie a ralenti. On a vu des villes entières à l'arrêt, là aussi des millions de personnes. Et donc finalement, la Chine est en train de payer ça ? Absolument. Et en fait, la grande question au milieu de ça, c'est que tout le monde pensait, les leaders chinois, le monde, que la consommation allait prendre le relais de l'investissement. C'était vraiment l'histoire qu'on se disait de la Chine et qu'on se dit depuis 10 ans, qu'en fait ce modèle drivé par l'investissement que tout le monde connaît et que tout le monde reconnaît allait être remplacé un jour par un modèle qui serait tiré par la consommation. Le problème, c'est que la consommation des ménages, après 2 ans de Covid, est extrêmement faible en Chine. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont plus d'argent ? Parce que les gens ont peur pour l'économie, parce que les gens ont souffert énormément de la crise du Covid, parce que l'emploi dans le secteur des services, dans le secteur de la consommation est en berne, parce que le gouvernement a pris certaines mesures pour mettre des fers très forts sur le secteur de la tech les 2 dernières années. Et tout ça se combinant, la consommation ne prend pas le relais. Si la consommation avait pris le relais, ce serait moins grave finalement qu'il y ait une crise de l'immobilier, mais c'est pas le cas. Et oui, parce que pour terminer ce tableau, qui est un tableau noir de l'économie chinoise, il faut dire que le chômage est élevé, il est même camouflé, c'est-à-dire qu'il est tellement important que le gouvernement a décidé de truquer un peu les statistiques. Absolument, avec une excuse qui est celle du besoin de travailler sur les chiffres et de revoir sa méthodologie, mais très clairement, c'est l'une des... Oui, parce que ça veut dire que le gouvernement ne publie plus de chiffres du chômage. Depuis le mois dernier, le gouvernement ne publie plus les chiffres du chômage, qui étaient déjà très mauvais, parce que c'était des chiffres partiels, c'était des chiffres sur le chômage urbain, enfin, il y avait plein de problèmes avec ce chiffre-là, mais c'était le chiffre qu'on avait, si vous voulez, pour avoir un étalon. Et en fait, il ne le publie plus, et il ne le publie plus très certainement parce que c'est l'une des séries les plus sensibles socialement. Mais vous, Agatha Kratz, vous l'avez recalculé, ce chiffre du chômage ? Alors non. Je voulais vous prêter quelque chose, mais les spécialistes disent 20% de chômage chez les jeunes. À vrai dire, il y a un chercheur chinois qui, il y a à peu près 2 semaines, a fait sa propre estimation à 40%. 40%, vous voyez, ça a encore doublé. Vous voyez que vous l'avez, le chiffre, en fait. Puisqu'en fait, il y a 20% qui sont enregistrés dans cette série qui a été discontinuée, et puis il y a 20% qui sont considérés comme des jeunes qui habitent chez leurs parents, ne cherchent pas encore du travail, patientent avant de se mettre à leur recherche, etc. 40%, c'est faramineux. Ce qui serait faramineux, évidemment. Alors, c'est une grande question, on ne sait pas. Mais ce serait faramineux, absolument. Et ça veut dire aussi qu'il y a des jeunes Chinois qui ne peuvent pas entrer dans l'économie, ou peut-être aussi ne veulent pas d'ailleurs y entrer. Absolument, c'est un peu des deux. Mais qui ne peuvent pas avant tout. C'est vrai que la création d'emplois aujourd'hui en Chine, surtout pour les jeunes diplômés, est extrêmement tendue. Agatha Kratz, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous allez nous expliquer, vous qui êtes directrice au Rhodium Group et spécialiste de l'économie chinoise, en compagnie de Sébastien Jean, qui va nous rejoindre, qui est professeur d'économie au CNAM. Maintenant, comment ces situations distinctes, mais ce tableau assez médiocre de l'économie chinoise, pèsent sur l'économie mondiale et quelles pourraient être les répercussions de tout cela sur notre économie, l'économie française, l'économie européenne. En attendant, il est 7h56 sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. 8h22. Agatha Kratz, vous êtes directrice au Rhodium Group. Avec vous, on a expliqué comment de gigantesques entreprises immobilières chinoises qui concentrent 25% du PIB chinois, des millions d'emplois, eh bien, celles-ci aujourd'hui, elles sont dans le cadre d'une bulle immobilière. Il y a de plus en plus de chômeurs en Chine. On dit qu'il peut y en avoir jusqu'à 40% chez les jeunes. Tout cela pourrait avoir des répercussions sur nos économies à nous. Pour en parler, nous sommes
également en compagnie de Sébastien Jean que j'accueille. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie au CNAM, vous êtes titulaire de la chaire d'économie industrielle et on vous doit notamment La folle histoire de la mondialisation aux arènes, une BD coécrite avec Isabelle Bensindoun et Enzo. Et puis la Chine est au cœur aujourd'hui de l'actualité, notamment de l'actualité économique, avec des révélations du Financial Times. Un scandale de grande ampleur puisque le Financial Times, en une, nous apprend que Goldman Sachs a acheté aux États-Unis et au Royaume-Uni des compagnies sensibles dans le domaine de l'informatique, de la cybersécurité, en utilisant des fonds chinois. Ça mérite quelques explications, Agatha Kratz. Oui, absolument. L'article du Financial Times met en lumière le fait que Goldman Sachs a fait l'acquisition, au Royaume-Uni notamment, d'entreprises dans des secteurs très sensibles que sont l'intelligence artificielle, certains secteurs de production de drones, de surveillance aussi et de cybersécurité. Le problème ici étant pas tant qu'on ne savait pas qu'il y avait des coopérations, si vous voulez, entre les fonds souverains chinois et Goldman Sachs. C'était tout à fait clair en 2017 qu'un fonds de coopération avait été créé, par exemple. Et c'est pas que Goldman Sachs, il y a beaucoup de banques internationales qui se sont engagées dans ce type de partenariat, notamment parce que le fonds souverain chinois voulait apprendre de ces grandes banques comment faire des investissements plus efficacement. Donc ça, on le savait. Et ce qui est problématique, c'est le fait que, Goldman Sachs n'est pas rendu public le fait que certains de ces fonds-là étaient utilisés pour acquérir ces entreprises. Et deuxièmement, évidemment, les secteurs qui sont en question ici, qui sont des secteurs qui aujourd'hui sont considérés extrêmement sensibles dans le cadre de l'investissement chinois en Europe. Et oui, parce qu'il faut dire, Sébastien Jean, que l'inquiétude, alors à tort ou à raison vis-à-vis de la Chine, est telle qu'on peut lire, par exemple, dans le Wall Street Journal, le fait que les Américains suspectent les grues chinoises, donc sur les chantiers, lorsque ces grues, par exemple, sont utilisées dans les ports, d'être porteuses de systèmes d'espionnage, à tort, à raison. Un commentaire, selon vous? Pour moi, tous ces deux affaires spécifiques sont très emblématiques d'une époque dans laquelle il y a une interdépendance économique extrêmement étroite, un enchevêtrement qui est d'une complexité folle et est extrêmement difficile à décrypter, sur un fond de tensions politiques montantes, de défiance. Et donc il y a des tensions, on parle beaucoup de découplage, on va y revenir sans doute, de décroissance des risques, mais en fait, tout ça, c'est un discours politique qui a du mal à se mettre en pratique, étant donné ce contexte si complexe, si enchevêtré. Et oui, vous avez raison, parce que si je continue à lire la presse du matin, la une de Libération, alors cette fois-ci, elle ne concerne plus la manière dont l'économie chinoise s'introduit dans nos économies à nous, mais la manière dont le conflit entre Taïwan et la Chine pourrait avoir des répercussions via les microprocesseurs. Expliquez-nous pourquoi ce conflit, qui n'existe pas encore, mais dont on pressent la possibilité, pourquoi ce conflit pourrait-il avoir des répercussions sur nos ordinateurs ? L'ombre portée de ces tensions autour du détroit de Taïwan est majeure sur l'économie mondiale parce que la Chine est le berceau, disons, de l'électronique, en tout cas d'une partie de l'électronique et de l'assemblage notamment. Et Taïwan, de son côté, est le pays qui possède l'entreprise phare dans les processeurs, les semi-conducteurs de haut de gamme. Et donc l'entreprise TSMC est le leader mondial incontesté qui joue un rôle crucial pour les semi-conducteurs qui sont partout aujourd'hui. Et oui, alors quand on parle de leader mondial, c'est 90% du marché, 10 à 12 ans de retard. Sur le haut de gamme, c'est-à-dire que la Chine fait beaucoup de semi-conducteurs aussi, mais elle ne fait pas les plus sophistiqués d'entre eux. C'est ce que j'allais ajouter, 10 à 12 ans de retard, dit-on, pour le reste du monde par rapport aux productions de TSMC, ce qui signifie, Sébastien Jean, que dans l'hypothèse d'un conflit avec Taïwan, on pourrait avoir différents risques, le fait que les approvisionnements soient coupés, le fait que la Chine se procure ces microprocesseurs et nous empêche d'en bénéficier. Oui, absolument. Tout ça, c'est des risques qui sont de plus en plus, qu'on est obligé de plus en plus de prendre en compte, sur fond de rivalité sino-américaine croissante, sur fond aussi de cette guerre en Ukraine qui nous a appris à nos dépens en Europe, à quel point on était quand même soumis aux aléas politiques et parfois complètement imprévisibles, et même qui nous semblent irrationnels a priori. Et donc, il y a de plus en plus une instrumentalisation de relations de dépendance économique à des fins politiques où
ou un rejaillissement de tensions politiques ou de conflits sur l'économie. Et là, ça serait vraiment le cœur de l'économie mondiale, du moteur de l'économie mondiale qui serait touché avec des répercussions potentiellement effectivement gigantesques sur le reste de l'économie. Agatha Kratt. Sur ce sujet-là, écoutez, Oui, sur on avait fait une étude qui est sortie il y a un an, qui a mis un chiffre sur un blocus de Taïwan par la Chine, et qui venait aux mêmes conclusions, si vous voulez, avec les semi-conducteurs, qui étaient vraiment le cœur du problème, à cause de cette dépendance à TSMC, et en fait, le fait que des industries complètes et des chaînes de valeur complètes seraient mises à l'arrêt. Qu'est-ce que c'est une chaîne de valeur? C'est-à-dire la chaîne de production d'une voiture qui démarre avec l'électronique qui va dans la voiture et ensuite tous les composants qui sont mis ensemble. Et alors le problème, c'est que comme une chaîne, si on n'a pas un microprocesseur, on n'a pas de voiture. Microprocesseur, il est possible qu'on ne puisse plus construire des voitures éventuellement, mais aussi un peu tout ce qui nous entoure finalement, des ordinateurs, des équipements hospitaliers qui pourraient venir à manquer ou qui pourraient avoir de gros problèmes de ravitaillement, de ravitaillement, d'approvisionnement en pièces détachées. Mais alors, Sébastien Jean, le monde n'est pas inerte. Aux États-Unis, TSMC est en train de construire une gigantesque usine. Les investissements se comptent évidemment en milliards de dollars. C'est très compliqué. L'Europe a beaucoup de mal à suivre, mais on essaye de s'adapter quand même à cette hypothèse où la politique chinoise, la géostratégie nous empêcherait de poursuivre le développement, la production d'un certain nombre d'objets. Absolument, on essaie de s'adapter, mais c'est extrêmement difficile, c'est long et c'est coûteux parce que on parle d'industries qui sont extraordinairement sophistiquées et donc il suffit pas de construire une entreprise ou d'implanter une usine. En fait, c'est tout un écosystème qu'il faut recréer parce qu'il y a une spécialisation des tâches qui est poussée à l'extrême. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'argent, vous l'avez dit, ça se compte en milliards, ça se compte en fait en dizaines de milliards d'euros assez facilement. Et donc, par exemple, il y a les différents grands pays ont passé leur Chips Act pour reprendre le nom américain. Il y avait plus de 50 chips, donc ce sont les puces électroniques, absolument, pas pour les chips d'apéritif. Plus de 50 milliards de dollars aux États-Unis, des montants qu'on essaie de rendre à peu près comparables en Europe. Et donc, il y a cet effort, mais c'est extrêmement long et difficile. C'est coûteux aussi. C'est-à-dire, il y a un moment, il faut choisir nos priorités. Si on fait de la politique industrielle, on ne pourra pas tout faire à la fois. Donc, est-ce qu'il vaut mieux rattraper notre retard là où on est faible, là où on est dépendant? Est-ce qu'il vaut mieux essayer de consolider sur d'autres secteurs où on a des situations plus solides? C'est une question assez stratégique à se poser. Agatha Kratt. Oui, et qui plus est, je voudrais ajouter deux choses. La première, c'est que, évidemment, on a une relocation des capacités de production de semi-conducteurs aux États-Unis. L'Europe veut faire la même chose avec des milliards sur la table également. Taïwan s'assurera qu'elle garde les joyaux de la couronne à la maison. C'est-à-dire qu'on va jamais bouger ce qui est le plus avancé de Taïwan, parce que Taïwan sait que c'est sa garantie de sécurité. Donc du coup, il ne faut pas penser qu'on puisse tout bouger, et un conflit à Taïwan sera, quoi qu'il arrive et pour toujours, extrêmement disruptif pour le monde. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'en fait, on voit par exemple, et c'est très intéressant, que dans cet effort de ramener la production de semi-conducteurs aux États-Unis, ce sont certains bouts et certains segments de la chaîne de valeur qui sont bougés. Une fois de plus, on revient à cette notion. Et donc en fait, les intrants sont produits en Chine, sont produits dans le reste du monde, sont amenés aux États-Unis pour la constitution d'un microprocesseur. Mais ensuite, il y a un process qui s'appelle le packaging, dans lequel la Chine a la plus grande part de marché mondial. Et donc, en fait, oui, on peut ramener un segment de la chaîne de valeur aux États-Unis, mais il est très probable que pour très longtemps encore, on renvoie ces semi-conducteurs en Chine pour être packagés, comme on le dit, et ensuite revendus. Et donc, de tout redéplacer, c'est un autre ordre de valeur et un autre ordre de coût, et c'est extrêmement coûteux et difficile. Sébastien Jean. Oui, cette combinaison de haute technologie et de segments avec beaucoup de main-d'œuvre, en fait, c'est vraiment un trait caractéristique des semi-conducteurs. Et il faut rappeler que cette délocalisation en Asie de la partie la plus intensive en main-d'œuvre, elle date des années 60. Je veux dire, c'est extrêmement ancien. Et c'est extrêmement ancien, et ça veut dire que ça n'est pas seulement, donc, comme vous le dites, une question de coût de main-d'œuvre, c'est aujourd'hui une question de compétences, d'écosystème. Donc c'est difficile à rattraper, j'allais dire irrattrapable, rien ne l'est véritablement. L'enchevêtrement fait aussi qu'un certain nombre d'entreprises mondiales, américaines notamment, Apple est très dépendant de la Chine. Bref, cet enchevêtrement, il explique aussi que
les situations économiques qu'on a décrites il y a quelques instants, avec une faillite de grands investisseurs, de grands promoteurs immobiliers, avec un chômage important en Chine, tout cela nous fait redouter, Sébastien Jean, des conséquences pour nos économies. Absolument, dans la mesure où il y a interconnexion, il y a des conséquences possibles. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas se laisser impressionner peut-être par l'arithmétique de l'impact de la baisse de croissance de la Chine sur la croissance mondiale. C'est-à-dire, une chose est de dire la Chine est grosse et donc quand elle ralentit, la croissance mondiale dans son ensemble ralentit. Et une chose différente est de se demander comment ce ralentissement a des impacts sur nous en France. Il a des impacts. Il a des impacts via plusieurs canaux. Nos exportations, la demande adressée à nos exportations, les marchés mondiaux de matières premières notamment, l'inflation et puis la politique globalement. Sur l'exportation, il ne faut pas... elle est finalement quand même d'un ordre de grandeur dont il faut rappeler qu'il est assez limité. C'est-à-dire que les exportations françaises vers la Chine, l'ordre de grandeur, c'est 30 milliards d'euros. Si on prend toutes les exportations, le contenu en valeur ajoutée, y compris via d'autres pays, on envoie des pièces, ils les envoient en Chine, ça fait au vu de notre 2% du PIB. Au vu de notre déficit commercial, ça n'est pas non plus 30 milliards, ça n'est pas une somme complètement négligeable. Non, justement, au niveau, j'allais y venir, mais au niveau le problème, c'est aussi la direction par rapport au commerce. C'est-à-dire que quand on exporte 30 milliards, on en importe 80 milliards. Donc la Chine est une source majeure de déséquilibre. Et donc c'est pour ça que, de mon point de vue, ce qui compte dans l'impact de la Chine sur l'économie mondiale, ça n'est pas tant la vitesse de son avancée que la direction et ses déséquilibres. Elle exporte, au fond, ces déséquilibres. Ça a été dit tout à l'heure dans votre première partie, la Chine a un modèle de croissance très déséquilibré, dans lequel l'investissement, l'offre a une importance démesurée et dans lequel il y a une faiblesse structurelle de la demande et de la consommation des ménages. En dépit de discours politiques sur le fait qu'on voudrait rééquilibrer, mais ça fait des années qu'on parle de ça et que ce rééquilibrage ne se fait pas, probablement parce que c'est pas seulement une question économique, c'est aussi une question politique. Agatha Kratt. Oui. J'ajouterais que ce déséquilibre et ce déficit commercial, il met en lumière quelque chose de plus profond, qui est qu'en fait la Chine a progressivement sur la dernière décennie ramené sur son territoire énormément de chaînes de valeur, une fois de plus, et de capacités de production. Et donc il y a 10 ans, s'il y avait une crise en Chine, on aurait été très affecté parce qu'en fait, on envoyait en Chine énormément des machines qui servaient à construire de l'immobilier, énormément des équipements qui lui servaient à construire ces chemins de fer. Aujourd'hui, parce que la Chine a développé ses capacités à la maison, d'une certaine façon, on est moins affecté. Les pays qui seront le plus affectés s'il y a un ralentissement chinois sont les pays qui sont extrêmement exportateurs, notamment de matières premières en Chine, qui nourrissent le secteur de l'immobilier, qui nourrissent le secteur de l'investissement en infrastructure. Et ce sont surtout les pays émergents, un peu l'Australie et le Canada au sein des pays de l'OCDE, si vous voulez, mais c'est plutôt les économies émergentes. Et c'est là où on en vient au point politique que vous mentionnez. C'est-à-dire que ce qu'on reproche à la Chine, c'est effectivement d'avoir récupéré pas mal de capacités de production. Et ça se voit, mais on est moins lié du coup et on est moins à risque d'un ralentissement de l'économie qu'on ne l'était il y a 10 ans. Alors ça se voit par exemple, Sébastien Jean, pour les voitures électriques. Toute la politique qui est menée aujourd'hui pour encourager la voiture électrique pour des raisons climatiques évidentes, eh bien cette politique, elle profite aussi en France d'ailleurs à l'importation de modèles chinois, parce que les Chinois sont par exemple très agressifs sur ce type de produit. Oui, c'est un secteur complètement emblématique à la fois de ces déséquilibres, mais surtout de la transition qui est en train de s'amorcer, qui doit se réaliser le plus vite possible, la transition climatique, la décarbonation de l'énergie et de nos consommations, qui est une véritable révolution industrielle. C'est-à-dire que sur l'automobile, on a rompu une chaîne technologique vieille de plus d'un siècle d'amélioration progressive pour changer complètement de modèle. Et finalement, le modèle, les technologies de la voiture électrique, elles empruntent beaucoup aux batteries, aux portables, à des choses qui ont été beaucoup développées en Chine, enfin en Asie, d'une part, et d'autre part, elles ont fait l'objet d'une politique extrêmement volontariste, très lourdement subventionnée en Chine depuis plus de 10 ans. Et donc, aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle il y a une vraie avancée technologique, enfin en tout cas des performances extrêmement élevées du côté chinois, et puis une politique qui en Europe est très volontariste, surtout du côté de la demande. On veut subventionner la demande avec la crainte, effectivement, que tout ça n'attire et n'aspire des importations
d'exportation chinoise et finalement ne contribuer à l'affaiblissement de notre secteur industriel, en l'occurrence sur l'automobile. Mais c'est vrai de toute une série de secteurs de ce type. On parlait par exemple des panneaux solaires de la même façon. Et c'est aussi ce que disait un peu Donald Trump. Il disait finalement la transition énergétique, elle profite aux industries chinoises. Alors on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce que dit Donald Trump, mais là-dessus, il avait raison ou tort? Donald Trump, est difficile de dire qu'il avait raison dans ses analyses économiques. Je ne parlais pas d'analyse, je parlais d'invective. Je comprends bien, mais j'allais dire, en revanche, là où il y a eu un instinct politique, c'est dans le fait qu'il y a une sensibilité politique forte. Et c'est évidemment vrai dans le cas présent. Et donc, je pense que ça met l'Europe devant un double défi, qui est à la fois de prendre ce virage de la transition écologique, mais de le faire en conservant une industrie forte et en même temps sans rendre cette transition trop coûteuse. Donc, on est face à un dilemme. On voit bien aujourd'hui que, notamment en termes de prix, les voitures électriques chinoises sont très coûteuses. Alors en même temps, elles ont été très subventionnées. Donc comment est-ce très peu coûteuses. Elles sont très peu coûteuses, pardon. Elles ont un très fort avantage de coût par rapport à leurs concurrents, et notamment en Europe. Que les moins chères, d'ailleurs, en France, elles sont fabriquées en Chine, hein, une bonne partie d'entre elles. Donc, comment on fait par rapport à ça? Est-ce qu'il ne faut pas ajuster avec des mesures qui compensent augmenter les barrières douanières, mais alors il y aurait des répercussions évidemment sur d'autres exportations françaises, sur le secteur du luxe, sur le secteur des spiritueux. C'est une possibilité, mais on est dans un cas qui est au fond prévu dans les accords internationaux, dans les règles qu'on s'est données sur le commerce international, c'est-à-dire quand il y a un afflux d'investissement mais qui est fortement subventionné par le pays exportateur, ça justifie qu'il y ait des mesures d'ajustement en face. Donc on n'est pas nécessairement dans une approche délibérément protectionniste, elle a aussi ses justifications. Absolument. Et là où je voudrais revenir sur le thème du jour, qui est celui du ralentissement de la croissance chinoise, le danger ici, c'est qu'en fait, en ralentissant, l'économie chinoise crée des surcapacités, c'est-à-dire que le niveau de capacité de production de panneaux solaires, de voitures et de beaucoup de choses en Chine aujourd'hui est un niveau qui prend comme hypothèse une croissance de 5%. Aujourd'hui, si la croissance baisse à 3%, 2,5%, on pourrait se retrouver dans une situation qui était celle de 2014 avec les panneaux solaires, de 2013, 2012 avec l'acier international. Enfin, donc une guerre des prix. Une guerre des prix. Et dans un contexte où nous, on essaie de créer, en Europe, par nous, j'entends les Européens, on essaie de créer des filiales, et des industries vertes aux dépens de la Chine, qui est très très forte à ça. Si tout d'un coup, les prix mondiaux se baissent fortement pour 2 ans, 3 ans, tous ces investissements qu'on aura faits pourront être annulés et nos entreprises faire défaut. D'autant qu'il y a des risques directs et indirects, Sébastien Jean, parce que vous évoquez le commerce entre la France et la Chine. Alors celui-ci donc concerne un certain nombre de produits. Peu de produits, vous le relativisiez, disiez-vous, mais il y a aussi les risques indirects, puisque les économies étant parfaitement enchevêtrées, l'économie américaine étant très lié à l'économie chinoise. Là aussi, ici, il y a un ralentissement chinois et un ralentissement américain. On se souvient qu'en 2008, tout avait débuté avec le secteur immobilier américain, qui est a priori très éloigné de nos préoccupations. Et pourtant, on avait été touché par les conséquences de cette crise. Oui, je pense que la nature des mécanismes de transmission est très différente de celui de 2008 parce que c'était de nature principalement financière en 2008 et la Chine est connectée mais de façon beaucoup plus limitée. Elle est beaucoup moins dépendante du reste du monde financièrement. D'ailleurs, c'est un peu la seule grande économie dans ce cas aujourd'hui et ça se manifeste par le fait que les tensions inflationnistes sont partout dans le monde occidental, mais la Chine, elle, est plutôt face à des tensions déflationnistes aujourd'hui. Donc, tensions déflationnistes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les prix baissent? Oui, ça veut dire que les prix baissent. C'est-à-dire ce qu'on a décrit tout à l'heure par rapport au déséquilibre du modèle chinois, c'est un modèle dans lequel il y a peu de demande interne. C'est une économie de basse pression, si vous voulez. Il n'y a pas assez de demande. Donc finalement, on a ce qui vient d'être décrit, c'est-à-dire un excès d'offres, souvent. D'ailleurs, il y a un pouvoir qui est obsédé par l'offre, par le fait de renforcer sa capacité industrielle, capacité d'offre. En face, il n'y a pas assez de demande. Donc ça crée des pressions à la baisse des prix, des pressions déflationnistes. Donc c'est tout à fait le contraire de ce qu'on a nous. Pour autant,
croissance, c'est pas nécessairement un soulagement de notre point de vue, parce que c'est aussi une concurrence très forte sur nos industries et donc une gêne pour arriver, ce qui est notre défi aujourd'hui, à réduire l'inflation, à faire de la désinflation sans trop de douleur en termes de croissance et de chômage. Un mot de conclusion, Agatha Kratz. Donc, on a vu qu'il y avait effectivement une bulle qui était en train d'éclater. Elle se dégonfle lentement. Disiez-vous, il y a aussi un risque social lié au mécontentement, lié au chômage important chez les jeunes. Tout cela fait un certain nombre de variables qui peuvent provoquer malgré tout une déflagration. Sur nos économies? En Chine d'abord. Écoutez, ce qu'on va voir probablement en Chine sur les prochaines années, c'est simplement un taux de croissance qui est plus bas, un nombre d'entreprises qui font défaut qui est plus élevé, plus de chômage effectivement, certains secteurs qui sont en berne. Ça aura un effet sur notre capacité à exporter en Chine. Comme je le disais, surtout sur les capacités des pays émergents à exporter en Chine, ça aura probablement un effet sur les exportations chinoises aussi, avec des prix qui baisseront. Mais évidemment, on est sur une période et une ère de croissance chinoise beaucoup plus limitée que par le passé. Un mot de conclusion, Sébastien Jean. Oui, je pense que ce qu'on discute aujourd'hui, c'est assez représentatif de l'entrée dans une nouvelle ère où les relations économiques ont une dimension politique de plus en plus forte, avec une grande complexité à gérer cette instrumentalisation politique des relations économiques. Les voyages qui vont être faits par des représentants européens en Chine, à la fin du mois, sont assez représentatifs. On veut essayer d'expliquer à la Chine que non, on ne veut pas se découpler, mais en fait, on veut quand même réduire les risques. Et ça, c'est une situation nouvelle et complexe. Sébastien Jean, professeur d'économie au CNAM. On vous doit notamment La folle histoire de la mondialisation. C'est aux arènes. Agatha Kratz, directrice au Rhodium Group. Merci de nous avoir accompagnés.